bienvenue à cette première conf de la matinée du DevFest 2025. Nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Tama de OnePoint Bordeaux qui va nous parler de Refactor as Code. Un tonnerre d'applaudissements et à tout à l'heure. Merci. Eh ben bonjour, bienvenue à cette conférence qui va ouvrir 2 jours. Je suis hyper content, ça fait 3 ans que le DevFest me refuse mes propositions. Donc là, je suis super content d'être là. Et puis, je vais vous parler d'OpenRewrite et de Refactoring as Code. Alors, j'ai besoin de savoir un tout petit peu qui est devant moi. Et pour ça, on va se faire une petite mise en situation. Soit vous récupérez un projet qui a déjà eu une certaine vie avant vous, ou vous travaillez sur un projet, ça fait, je sais pas, 6 mois, 1 an, et puis vous vous dites, bon, allez, on va se poser 2 secondes, on va prendre un peu de recul, et puis on va regarder ce qu'on a produit. Et vous voyez ça. Il y a ce qu'il faut, tout est là. Est-ce que c'est dans le bon ordre? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que je l'aurais fait comme ça? Est-ce que je l'avais pensé comme ça? Ça c'est encore moins sûr, ça. Et j'imagine que toutes et tous ici, vous êtes des gens bien. Donc, il va vous falloir faire une grosse phase de réécriture de votre application. Et c'est là que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de savoir comment vous allez vous y prendre. Donc, on va le faire à main levée. Et vous avez le droit à plusieurs réponses. OK ? La team, cherchez à remplacer. Ouais, s'il vous plaît, on l'a tous fait. Ouais. Je vais laisser plus de temps parce que la réaction n'est pas... Team Regexp. Oh la vache. Ça c'est dur, ça. Moi, j'avoue, je ne fais pas partie de votre team. Clic droit, Refacto. Il y a des gens qui ne font pas de Refacto dans cette salle, je vous le dis, hein, il n'y a pas eu de main levée. LLM, RAG. Toute personne prononçant les mots IA, LLM ou encore RAG se verra octroyer un retrait de 6 points ou bien une suspension de permis de développeur en cas de période probatoire. Et non, pas d'LLM pour faire du refactoring. Je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, et puis pour les 50 minutes qui arrivent, je serai votre professeur de réécriture. Je travaille pour Beaubaton d'habitude. Et sinon, dans la vraie vie, je bosse pour OnePoint, on est une société de conseil, et on traite à peu près tout ce qui tourne autour de l'informatique, du code, de l'UX, de l'archi, de la sécu, de l'infra, et même de certaines choses qui dépassent de l'informatique. Passez nous voir sur notre stand, il est magnifique. Bravo à la team de Nantes. Et avec ce petit QR code, vous aurez peut-être même un bonus. Donc je vous invite à ne pas le rater. Vous pouvez me retrouver un peu partout, sur GitHub, Blue Sky, Twitter, LinkedIn, sur Jitama. Et la plupart du temps, en tout cas sur GitHub, j'ai cette petite tête de Brutus là. Mais la plupart du temps, je suis quand même plutôt gentil. Vous vous êtes présenté à moi, je me suis présenté à vous. On va pouvoir commencer. C'est parti. Normalement, à la fin de l'heure, vous devez avoir votre diplôme de sorcier de la réécriture de code. Je dis réécriture, je dirais refactoring, j'essaie d'éviter les anglicismes, mais bon, je pose dans l'informatique, quoi. Alors, OpenRewrite, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un framework initialement écrit en Java par Modern qui va vous permettre d'industrialiser, d'automatiser vos réécritures de code, de les rendre reproductibles, pas de LLM, testables, pas de LLM, et distribuables. C'est pas très joli ça comme mot. À la base, c'était donc écrit en Java, c'est distribué en Java, et ça permet d'adresser évidemment ce qui tourne à peu près sur une JVM, plus spécifiquement, c'est Java, Kotlin et Groovy. Ça permet d'adresser tous les formats de fichiers de configuration qu'on utilise dans nos applications.
XML, Properties, JSON, ce genre de choses-là. Ça permet aussi d'utiliser du YAML. Donc s'il y en a qui ont un peu les idées qui vont un peu plus loin, si je suis capable de travailler avec du YAML, je peux imaginer utiliser le framework pour, je ne sais pas moi, faire du refactoring de manifestes Kubernetes, par exemple. Donc on peut faire un peu plus de choses que juste du Java. Et ça permet aussi de travailler sur les deux outils de build majoritaires de Java, que sont Maven et Gradle. Normalement, je m'arrête là, mais il se trouve que depuis la semaine dernière, a été annoncé par Modern un SDK en TypeScript pour pouvoir aussi adresser le monde du JS et du TS. Et qu'on puisse tous être heureux ensemble. Alors, il y a la partie OpenRewrite et son cœur qui est en licence à page 2. Et puis il y a d'autres choses qui vont se rajouter, qui sont un peu plus sur DBSL. Et puis il y a une partie qui est carrément payante, et moi j'en parlerai pas pendant la conférence. Donc voilà, si vous voulez aller regarder après, allez-y, mais moi je ne parlerai que de la partie que vous pouvez utiliser sans sortir la carte. Quelques concepts qu'il va nous falloir connaître et qui sont mis en œuvre pour pouvoir réaliser la promesse de réécriture. Le premier, c'est le concept de recipe ou de recette. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà un peu entendu parler d'infrastructure as code, Ansible, EC Cookbook, Chef? Bon, vous avez reconnu le concept, hein. Une recette, c'est quoi? C'est l'élément atomique qui va vous permettre d'accéder au code et éventuellement de le modifier, mais ce n'est pas obligatoire. Et ils ont mis en place un principe de composition, ce qui fait qu'une recette peut avoir des filles, les filles peuvent avoir des filles, et comme ça nous permet de passer de quelque chose de très atomique, très petit, à la capacité à faire des refactorings absolument gigantesques. Le deuxième élément qui va être important de comprendre, c'est celui de Lossless Syntax Tree, ou LST. Alors nous, on a plutôt l'habitude de travailler avec des AST, des Abstract Syntax Tree. Et pour laisser personne sur le chemin, c'est quoi un AST? C'est une représentation sous forme d'arbre de votre code. Okay, votre code, ce n'est pas juste du texte, il répond à une grammaire, à une syntaxe, et donc on va pouvoir le représenter sous forme d'arbre avec des nœuds. Okay, donc typiquement, un nœud, ça peut être le modifier public, puis un deuxième modifier statique, et puis une déclaration de méthode, main, et puis des déclarations de paramètres, une ouverture de bloc, un if, un for, un try, bon, les éléments de nos langages. D'accord? Ça, c'est un AST. Un LST, c'est la même chose, sauf que ça embarque tout ce qui n'intéresse pas un AST, c'est-à-dire votre formatage, les soldes lignes, les tabulations, les espaces, pas de débat, les commentaires. Et à quoi ça nous sert d'embarquer ça? Si vous faites un refactoring, que vous modifiez du code et que vous pétez le formatage de l'application ou que vous supprimez tous les commentaires, il est fort probable que vos collègues à côté ne soient pas hyper contents. Et donc, on a tout ça là-dedans. OK ? Ça, c'est important parce que vu que je ne travaille pas sur du texte, je ne peux pas travailler sur tout et n'importe quoi. Il faut que Modern comprenne mon langage pour pouvoir travailler sur le langage. Et c'est pour ça que le nombre de langages actuellement mis en œuvre est limité. Alors, plus précisément, l'anatomie d'une recette. À quoi ça ressemble? Ce n'est pas la vraie classe, parce qu'en fait, on s'en fout d'avoir la vraie classe, et puis elle ne tiendrait pas du tout sur l'écran. Mais c'est suffisamment proche de la réalité pour qu'on soit convaincus tous ici que ça marche. Donc, quand j'écris une recette, j'implémente une classe abstraite qui a deux méthodes abstraites, displayName et description, qui sont surtout utiles pour faire du log et de l'affichage, qui ne sont pas tellement beaucoup plus intéressantes que ça. Vous avez la capacité à renvoyer des tags qui vont vous permettre de dire « ma recette
Sur quoi elle travaille? Moi, je suis en train de travailler sur Maven et dépendance. Moi, je travaille sur Java et test, ainsi de suite. Okay, donc ça va vous permettre de classer vos recettes pour pouvoir y accéder plus facilement. Je peux avoir une liste de recettes filles, comme je vous l'avais dit. Et je peux avoir cette méthode-là, getVisitor, qui renvoie un visiteur. Ça fait un peu peur, le pattern visiteur, on ne l'aime pas trop. Mais on est en train de dire que nous, on veut travailler sur un arbre et rajouter du comportement quand on travaille sur un arbre. Et je trouve que ça marche plutôt bien avec le pattern visiteur. Donc pas d'inquiétude, on verra du code plus tard et vous allez voir que ça va, ça se passe bien. C'est dans ce visiteur que vous allez avoir accès à votre code. Okay, tout le reste, c'est de la métadonnée. Accès et pas forcément à le modifier. Ah ouais, mais ça sert à quoi d'accéder à du code si je ne le modifie pas? Enfin, moi, tu m'as un peu promis du refactoring as code, quoi. C'est vrai, j'ai promis ça. Mais par exemple, imaginons, je veux compter le nombre d'occurrences de systemout.println dans mon code pour pouvoir évaluer ce que ça me coûterait de passer à un framework de login. Pour l'instant, j'en suis à la phase d'évaluation. Mais comme le truc comprend le code, je peux le faire intelligemment, sans faire de la regexp. Désolé pour les mécons. Et comment je fais pour rendre ces données visibles? En fait, chaque recette, elle peut renvoyer des data tables, littéralement des tables de données, quoi, dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer des insights sur ce que vous avez vu quand vous avez traversé votre code. Okay, dans ces insights, vous pouvez avoir le temps gagné à chaque fois que vous avez utilisé cette recette sur du code, le nombre de fois où vous avez vu systemout.println, le nombre de méthodes publiques jamais invoquées, voilà, ce genre de choses-là. Ça marche? Ok, vous êtes au niveau 0 du sorcier, vous connaissez les ingrédients. Désolé Mickey, c'était le premier, donc il est en premier. Comment je fais pour exécuter une recette? Il y a plein de manières d'exécuter une recette. J'en ai choisi qu'une. Mais vous pourrez aller voir, évidemment, après dans la doc. Ça se ressemble vraiment beaucoup systématiquement. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser Maven, puisque je suis dans un projet Java. Et donc, en ligne de commande, ça donne quoi? Je vais aller exécuter Maven. Je vais lui dire d'aller exécuter le plugin Rewrite Maven Plugin. Hop, le goal run. Très bien. Je vous ai dit que c'était en Java, donc les recettes sont distribuées dans des jars. Donc je vais lui dire, voici le jar dans lequel tu vas trouver ma recette. Ici, c'est la recette Rewrite Testing Framework Release. Et je vais lui dire, merci de faire la migration JUnit 4 vers JUnit 5 à ma place. Il y a des gens dans cette salle qui ont déjà fait ce genre de migration? Il y a des gens qui ont déjà passé plus d'une demi-heure à faire ce genre de migration? Normalement, c'est les mêmes mains qui se lèvent, soyons clairs. Arrêtez. C'est inutile. Voilà. Vous aurez remarqué que ces coordinates et recipes, je peux avoir une liste de jars, toujours sous forme de GAV, groupe artifact version, et une liste de recettes à activer et à faire exécuter sur mon code. OK ? Ne me croyez pas sur parole. N'hésitez pas à me dire de zoomer si c'est trop petit. Est-ce que c'est mieux pour vous? Ouais, ok. Regardons pas trop le code pour l'instant. Dites-vous simplement que j'ai une application qui n'est pas un bête Hello World, c'est une application qui est dev avec Quarkus, qui a quelques endpoint REST, un peu de base de données, 3-4 règles de gestion, ok, et qui est cette application ici, là, et qui utilise des tests en JUnit 4. Et moi, mon boss m'a dit, merci de me chiffrer la migration vers JUnit 5. Donc je lui ai dit, j'en ai pour 3 semaines. Et j'ai passé le truc. Alors on va grossir les logs, je vais les montrer. Il doit compiler, parce que s'il ne compile pas, il n'a pas accès au LST, à l'AST. Il me dit, OK, j'ai trouvé tes pommes, je parse tes source files, j'active la recette. Oh, je ne sais plus où il est le truc. Oui, il me dit qu'il a activé la bonne recette. Ça doit être plus long. Ah voilà, ici. Hop, il a activé la recette.
Et puis là, il me dit, bon, bah, j'ai fait des modifications. Tais-toi. J'ai fait des modifications un petit peu partout, dans le POM, dans ce truc-là. Bon, on verra un peu plus longtemps. Et lui, il dit, je t'ai sauvé 15 minutes. Alors qu'en vrai, vous savez qu'il m'a sauvé 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été modifié mon POM. Hop. Il a supprimé la dépendance à GUnit 4. Et là, vous dites, oui, mais il n'a pas rajouté la dépendance à GUnit 5. C'est vrai, sauf qu'en fait, mon appli, elle est développée avec Quarkus, et donc j'ai un BOM qui fixe déjà la dépendance GUnit 5. Donc, comme il n'a pas besoin de le faire, eh ben, il ne l'a pas fait. Et ça, c'est bien. Il m'a remplacé mes Mockito inline, et puis vous voyez, j'avais aussi les extensions Mockito, et il m'a rajouté Mockito GUnit Jupyter. OK, et ensuite, on va aller regarder des classes. Évidemment, il a bougé tous les imports. On est passé de JUnit à GUnit Jupyter. Évidemment, il a aussi déplacé les imports Mockito. Il a modifié les assertions. Là, ça commence à être un peu plus tricky. Moi, j'avais du run with Mockito JUnit. Et il l'a remplacé par du extend with Mockito extension. Si vous avez déjà fait la migration, vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Et en plus, il se trouve que quand on a changé de version de Mockito, on est passé d'un framework qui laissait faire le développeur sans jamais râler à un framework qui pète les tests quand il considère que c'est pas bon. Et donc du coup, pour pas casser mes tests, lui, il a dit « Attends, sois pas trop strict quand même, on vient de faire la migration, donc on y va pépère ». Évidemment, il a modifié mon before, et qui est maintenant un before each. Il a modifié mes assertions, il les a remis dans le bon sens et tout ça. Donc là, on voit qu'à base de regexp, ça commence à être un peu plus tricky quand même, quoi. Mais là où ça commence à être un peu plus fort, c'est ça. En GUnit 4, quand on avait un test, je vous le mets en gros, quand on avait un test qui s'attendait à faire péter une exception, on rajoutait juste le expected dans la notation, et puis on laissait l'exception sauter. Là, il dit, ça c'est fini, ça. Maintenant, c'est juste un test. Par contre, on va utiliser le assertThrows, et tout le code que tu avais avant dans le bloc de ta méthode, eh ben, je te le mets au milieu de cette lambda. Qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être un supplier, je ne sais pas. Et donc là, vous voyez qu'on commence à avoir des refactoring qui sont un peu plus importants. On commence à arriver vraiment à comprendre ce que fait le code. Ce n'est pas juste, je t'ai changé 3 imports et c'est tout, quoi. On ne va pas le faire, mais dans la vraie vie, évidemment, ce que vous faites, c'est que vous relancez vos tests, et si tout va bien, bah, vous avez gagné, vous avez fini votre migration. Évidemment, c'est du code un peu bêta que j'ai ici, mais dans la réalité, si vous aviez des tests paramétrés, ça marche. Si vous aviez du ArmCrest pour la librairie d'annotation, il sait les gérer, d'assertion, pardon, il sait les gérer aussi. Bref, il sait faire beaucoup de choses. Okay. Donc déjà, si vous repartez de cette salle en vous disant « je ne ferai plus mes migrations GUnit », moi je considère que j'ai gagné, mais vous ne serez pas vraiment des sorciers de la réécriture, donc on va essayer d'aller plus loin. OK. Vous connaissez les ingrédients, vous savez à peu près comment les mettre dans votre chaudron, les cuisiner et tout ça. Il va falloir passer à la next step. C'est bien, Jérôme, tu m'as montré cette recette, mais tu l'as trouvée où, cette recette? Enfin bon, je ne vais pas passer des heures et des heures à tout chercher, quoi. Non. Oh. Résume. C'est pas du tout ce que je voulais faire. OK. En fait, la grande force, l'énorme force d'OpenRewrite, c'est OK de vous fournir un SDK de réécriture, mais surtout de vous fournir un catalogue de recettes qui est relativement gigantesque, pentagoélique. La dernière fois que j'ai compté, il y en avait 600, 700 dans celles qui sont utilisables sans sortir la carte. Okay. Et en fait, s'il y a un réflexe à avoir, c'est celui-là. Je dois faire quelque chose, est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas déjà fait avant moi? Minute, papillon, on va aller voir. Je vais regarder le catalogue. Ah, et par contre, là, je vais dézoomer parce que ça ne va pas le faire. Ça va? Vous voyez là encore ou pas? Kindimo consent. Donc le catalogue, c'est un site web tout simplement qui est indexé, je peux faire des recherches. Et ici, là, vous voyez, en fait, la catégorisation, les fameux tags qu'on avait avant, on les retrouve ici.
Donc, est-ce que je fais du circle CI? J'ai peut-être une recette pour moi. Est-ce que je fais du cucumber? Est-ce que je fais du Gradle? Voilà. Ici, moi, j'ai choisi de vous montrer la recette que je viens d'exécuter, forcément. J'ai mes tags, ma description, le nom de la classe. Ce qui est cool, c'est que j'ai accès directement au GitHub. Je vois la licence. Donc là, c'est la fameuse BSL. Hein. Et puis surtout, je vois la description de ce qu'il a fait. Et je vois la description de ce qu'il a fait. Et je vois la description de ce qu'il a fait. Voilà. En fait, migrer JUnit 4, JUnit 5, c'est pas juste 3 imports à modifier, c'est relativement long. Et je peux aller regarder, par exemple, c'est quoi ça? Use Mockito, JUnit, Jupyter, extension, mes tags, blablabla. Ah bah lui aussi, il a encore des filles, et encore des filles, et encore des filles. Okay, donc ça vous permet de savoir très exactement ce qui est mis en œuvre quand vous faites exécuter une recette. Et ils sont assez cool parce que ça vous dit aussi comment vous pouvez l'exécuter. Donc, moi j'ai choisi Maven, mais si vous faites du Gradle, du MavenPom, de la moderne CLI, voilà. Et donc le bout de code que je vous ai montré avant, il est tout simplement là, vous n'avez pas à le réinventer à chaque fois, vous cliquez sur le petit copy là, vous l'exécutez dans votre projet et ça juste marche. Quelques exemples de recettes qui peuvent être un peu longues. Passer de Javax à Jakarta. Migration Hibernate. Migration Spring Boot. Bref, tous vos gros frameworks. Suppression de JodaTime. Dites-moi que vous n'avez plus de JodaTime. Voilà, migration de Java, voilà, ce genre de choses-là. Et évidemment, quand je vous dis migration de Java, ce n'est pas juste je modifie dans votre pomme la version de Java, hein, c'est j'essaye d'utiliser les nouveaux éléments de la syntaxe, les nouveaux switches, ce genre de choses-là. Donc vraiment, s'il vous plaît, dès qu'on vous demande de faire quelque chose, ou vous dites quelqu'un l'a déjà fait, ben c'est possible. Allez chercher dans ce catalogue. Quelqu'un l'a certainement déjà fait. Vous savez lire le grimoire. Oui, mais moi, dans mon contexte, j'ai un framework interne. Parce que Spring, c'était pas assez. Donc, est-ce que ça peut s'adapter vraiment à mon contexte à moi? Est-ce que je peux aller plus loin? Mais oui, tu peux aller plus loin, bien sûr. OpenRewrite vous offre les Declarative Recipes, en bon français, les recettes déclaratives, qui sont un formalisme textuel qui vous permet d'aller combiner des recettes sans avoir à écrire la moindre ligne de code. C'est comme dans l'infrastructure as code. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais vous n'écrivez pas beaucoup de code. Qu'est-ce que vous écrivez quand vous faites de l'infra as code? Et du YAML. Et du YAML. Vous allez donc écrire un fichier qui s'appelle rewrite.yml. Je dis les 3 lettres parce que si vous l'écrivez avec un A, ça ne marchera pas. La dernière fois que j'ai testé, peut-être qu'ils ont corrigé depuis. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble vachement à un manifeste cube. Vous avez son nom, Red is dead, ce qu'elle fait. Alors pour l'exemple, on va dire que dans ma prime jeunesse, j'ai écrit une librairie que je considère maintenant comme étant toxique. Et j'aimerais bien aider toute personne à se séparer de ma librairie. Hein, puis comme ça, j'aurais plus à la maintenir, parce que vraiment, j'ai un peu honte. La description, les tags et une liste. Alors dans cette liste, je vous montre 2 petits bouts qui me semblent intéressants. La première, c'est Maven, remove dependency. Je lui donne le groupe ID, l'artifact ID, il va aller le supprimer du POM. Ce qui est cool, c'est que, encore une fois, je ne suis pas en train de faire une recherche textuelle. Est-ce que le mec il a mis un commentaire? Est-ce qu'il a fait une indentation pourrie? Ce n'est pas mon problème, en fait. Je demande à OpenRewrite sémantiquement de faire cette suppression. Et comme je l'ai supprimé, je me dis, ça se trouve, le gars, il a utilisé une propriété. Bon, bah, on va supprimer les propriétés qui sont maintenant inutiles. Inutiles me concernant. Donc, je vais restreindre le scope de la suppression. S'il y a d'autres propriétés inutiles, mais qui ne me concernent pas, bah, je ne m'en occupe pas. Et je vais le restreindre à toxic version, et cette fois-ci, c'est une regexp. Une vraie. Okay, mais aussi, dans cette recette, je vais avoir une autre fille qui s'appelle « Ça va couper chérie » et qui est toujours dans le même YAML. Oui, ce merveilleux format qui vous permet d'avoir plusieurs top-level elements. Je ne vous refais pas le début, on a compris, ok, ça va couper chérie.
Je rajoute une notion qui est intéressante, c'est la notion de précondition. C'est quelque chose qui va dire évalue ce truc-là avant de commencer à regarder mon source code. Ça va permettre d'accélérer l'exécution des recettes. Si vous avez des source code absolument, si vous avez 3 millions de classes, mais que vous voulez travailler sur le POM, bon, bah, réduisez le scope de l'évaluation, quoi. Okay ? Et ici, moi, je dis, je veux que tu travailles uniquement sur des classes qui utilisent foobar utils. OK ? Cette précondition, je ne l'ai pas mis au niveau du dessus, parce qu'un POM, ça n'utilise pas une classe, donc ça aurait empêché l'exécution de la recette. Donc quand on écrit des recettes, on fait attention à scoper correctement les choses pour accélérer le taf. Et encore un autre exemple de truc qui est assez cool, ici, je vais lui dire « change method target to static ». J'avais une méthode statique avant, qui s'appelait bigDecimalUtils.valueOf. Ici, vous voyez que j'ai un pattern qui n'est pas vraiment une regexp. C'est un truc qui dit, quand ça c'est vrai sémantiquement, que vous ayez fait un import statique, que vous ayez fait bigDecimalUtils.entrée, entrée, entrée, parce que vous tenez à votre formatage un petit peu particulier, valueOf, lui, il va le reconnaître. Okay ? Et avant, tu avais le valueOf sur bigDecimalUtils, mais en fait, cette méthode existe déjà dans Java Bigdecimal, donc merci de changer la cible en fait, de l'invocation statique. Dans la réalité, la recette pour se débarrasser de ma librairie toxique, elle est plus complexe. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la montrer après. OK, j'ai écrit ma petite recette déclarative. Comment je vais faire pour l'exécuter ? Bon, ben, comme d'habitude, le plugin Maven. Alors le fichier YAML, soit il faut que vous le mettiez au root de votre projet, soit dans le meta-inf/rewrite. Okay, et c'est là qu'il va les chercher. Et puis je lui dis, merci de supprimer cette toxique dépendance. Je ne vous fais pas la démo de code parce que je vais la faire plus tard. C'est cool, mais tu m'as dit que ça devait être réutilisable et testable et tout ça. Je fais comment pour la distribuer, ma recette ? Ben, tu la mets dans un module Maven ou Gradle, tu l'envoies dans ton Nexus, ton Artifactory, ton Archiva, peu importe, voire tu l'envoies sur le Maven central, si vous pensez que ça peut intéresser du monde ailleurs. Et voilà, en fait, ça y est, tout le monde peut utiliser votre recette, quoi. Bien joué, mes petits Kirikou. Vous savez jeter des sorts. C'est pas mal de jeter des sorts, mais admettons que les déclaratives recipes, ça ne me suffit pas. Est-ce que je peux faire du code ? Vraiment pour de vrai. Allez, faisons du code. C'est parti. Je rezoome, ne vous inquiétez pas. Hop. Je vais revenir à l'état initial de mon projet. Yes. Je ferme tout ça. On est bon là ou pas, en termes de taille ? Ouais ? Ok, cool. Donc, je vais faire une recette. Moi, alors, regardez pas le moindre détail de ce que vous trouvez dans ce dépôt. Je vous ferai un lien à la fin de la presse. Vous pourrez tout regarder. Vous pourrez exécuter les trucs. Vous pourrez forquer le dépôt et faire ce que vous voulez avec. Ok ? Donc, ne vous inquiétez pas. En fait, pour vous expliquer ce que va faire ma recette, je vous propose de faire du TDD. En vrai, j'ai d'abord écrit la recette, mais à vous, je fais comme si j'avais d'abord écrit le test. OK. Comme ça me permet de vous montrer comment on écrit un test. Un test avec OpenRewrite implémente l'interface RewriteTest, réimplémente une méthode default qui va vous permettre de dire ce test, sur quoi il va travailler, c'est quoi la spec sur laquelle tu veux bosser, et en l'occurrence, je vais lui donner le nom de la recette. Enfin, pas le nom, l'instance de la recette sur laquelle je veux bosser. C'est une recette qui utilise la Toxic Library. Or, comme OpenRewrite a besoin de comprendre les sources, il a besoin qu'elle compile. Et donc, je lui dis, tiens, utilise la dépendance Toxic Library pendant ton test. Et ensuite, l'implémentation du test en lui-même est la suivante. Bon, c'est une annotation @test, hein, c'est une génite, quoi. Et je vais lui dire, merci d'exécuter rewrite. Je n'ai pas réussi à mettre IntelliJ dans mon browser, ce qui fait que vous n'avez pas la coloration syntaxique. Mais si vous aviez IntelliJ, le code dans la chaîne de caractères, là, il aurait la coloration syntaxique.
Voilà ma classe. C'est la classe Michael Apprenti Sorcier qui a deux méthodes. Une méthode abracadabra qui prend en paramètre une chaîne de caractères, puis qui fait des trucs. Et puis il y a une deuxième méthode qui s'appelle Shazam et qui prend une liste de chaînes de caractères en paramètres. Ça, c'est ce que j'avais avant. Et après, je veux avoir la même chose, sauf que j'ai plus mon import statique et que là où j'utilisais isEmpty, bon, bah, je l'inline, quoi. Enfin, différents nus, les notes empty, on va arriver à le comprendre. Et puis, je fais pareil pour les listes. OK ? Donc, c'est ça qu'on veut réussir à faire. À quoi ça ressemble ? Je vais vous décevoir. La première manière d'écrire des recettes avec du code, avec OpenRewrite, c'est de ne pas mettre les mains dans le cambouis, mais d'utiliser du templating. Donc, c'est ce qu'on appelle les Refaster Templates recettes, qui utilisent ErrorProne, qui est une lib de Google pour faire du templating. Et ça ressemble à ça. Donc ici, c'est une recette remove foobarutils isEmpty qui a deux recettes filles. La recette string isEmpty et la recette list isEmpty, puisque comme c'est sémantique et que Java est typé, bon, ben, si je travaille sur des chaînes de caractères, je ne travaille pas sur des listes. Je vais avoir une méthode ou n méthode qui s'appellerait beforeTemplate, OK, et qui représente le code qui s'exécutait avant. Okay, avant, j'exécutais foobarutils.isEmptyValue. Ici, je pourrais avoir 15 templates d'états initiaux différents, tant que l'état final attendu est le même. Et l'état final attendu, je le retrouve dans cette méthode-là, afterTemplate. Elle, je peux en avoir qu'une seule. Et bah, c'est ça, l'état final. Value égale nul, value isEmpty. Et je ne vous montre pas la recette du dessous, mais c'est exactement la même chose, sauf qu'on remplace les paramètres ici par des listes de strings, et ça fonctionne. Okay ? Par contre, évidemment, ici, je ne peux pas mettre objet, comme ça je gère les strings et les listes en même temps, parce que ça ne marche pas avec objet isEmpty, ça ne compile pas. Méthode numéro 1, qui est pas mal, qui permet d'aller assez vite, par contre qui fonctionne sur des blocs relativement simples à comprendre, et qui a un scope relativement limité, quoi. Okay ? La deuxième façon de faire, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis pour de vrai, et je sais que vous êtes là pour ça. Donc je vais vous montrer un deuxième test. À chaque fois que je remontre quelque chose, je ne réexplique pas ce qu'on a déjà réexpliqué, sauf s'il y a un mec ou une nana qui crie « j'ai pas compris ». Mais vous ne criez pas, donc tout va bien. Donc cette fois-ci, c'est Karaba, ma classe, qui a une méthode foo, new foobarutils string formatted, hello %s%s%s, virgule, 2L, virgule, saut de ligne, virgule, expression avec un seul ligne en plein milieu, virgule, invocation de méthode avec un seul ligne en plein milieu. Alors je ne vous dis pas que je code comme ça, par contre je vous dis qu'il y a des gens qui codent comme ça, et que quand je fais des refactos, je les respecte. En mon fort intérieur, je ne sais pas, mais... Et après, la méthode formatted, elle existe sur string en Java, quoi. Donc, utilisons-la. Donc, j'aimerais prendre le premier paramètre de ma méthode, invoquer la méthode formatted dessus, et reprendre les arguments restants en conservant ce merveilleux formatage. OK ? Donc là, typiquement, ça ne marche pas avec du refaster parce qu'on voit que j'ai un vararg, je ne sais pas combien j'ai de paramètres, je ne connais pas leur type et tout ça. Donc il va falloir que je code. Et c'est parti. OK. Comme je vous l'avais dit, j'étends recipe. J'ai un displayname, une description. Comme je ne suis pas un sagouin, j'ai rajouté une précondition, ce qui fait que même si la personne qui m'utilise ne le fait pas, eh ben moi, je vais permettre de ne pas utiliser cette recette si ça ne sert à rien, parce que visiter un LST, ça prend du temps. Et comme moi, ce qui m'intéresse, c'est bien l'invocation de la méthode formatted, eh ben, je vais réimplémenter dans mon visiteur uniquement le visit method invocation. Okay ? La première chose que je vais faire, c'est lui dire « Vas-y, fais ce que tu faisais avant, c'est certainement intelligent, je ne vais pas t'empêcher de le faire. »
Une fois qu'il a fini, je vais aller regarder quelle méthode a été invoquée. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé là dans l'event invocation de méthode, c'est laquelle? Pour valider quelle est la méthode, et surtout si c'est une méthode qui m'intéresse, OpenRewrite me donne un méthode matcher avec un pattern qui ressemble à celui que vous avez vu dans les fileType et qui dit « Je veux toutes les invocations de foo_utils.string_formatted qui ont en premier paramètre une string, et après, je m'en fous. » Encore une fois, ce n'est pas une regexp. Si c'est un import statique, ça marche. S'il y a des sublignes, blablabla, vous avez compris. Okay, ça, c'est hyper important, c'est sémantique. Désolé. Si cette méthode ne m'intéresse pas, bon, bah ok, continuons. Sinon, peut-être qu'il va falloir que je supprime l'import foo_utils. Par contre, maybe. Si jamais il y a d'autres utilisations de foo_utils, je ne vais pas supprimer l'import et péter la compile. Ça s'arrête là. OpenRewrite sait ce que veut dire le maybe remove. Ensuite, je vais récupérer la liste de mes arguments de mon invocation, puisque je vous rappelle qu'il faut que je prenne le premier argument pour en faire quelque chose et tous les autres pour en faire autre chose. OK, il va falloir maintenant que je crée une nouvelle invocation de méthode. C'est du LST. Coder du LST à la main à base de new invocation, de new mon format, de new mon espace de... Don't do that. C'est horrible. Du coup, encore une fois, on a un helper qui s'appelle un Java template, et ici, mon Java template, je vais lui dire « Toi, tu sais t'exécuter sur n'importe quoi qui est de type string, et tu invoques la méthode formatted dessus. » Pour appliquer mon template, il faut que je lui dise où est-ce qu'il s'exécute. Donc mon curseur, on peut imaginer que c'est où est-ce que je suis dans l'arbre. Tu es à cet endroit. La deuxième méthode permet de savoir comment je m'exécute. Est-ce que tu vas ajouter du code au-dessus, en dessous, ou est-ce que tu vas supprimer du code et le remplacer par autre chose? Ici, vous aurez compris qu'on va remplacer. Et puis, mon template, il a un argument ici, et donc je lui donne cet argument. Cet argument, c'est le premier argument de ma méthode string_formatted ici. OK, arrivé là, j'ai généré un truc qui ressemble grosso modo à ma string.formatted. C'est pas mal, mais on n'est pas encore sorti des ronces. Eh bien, je vais prendre mon invocation de méthode et je vais lui dire, vas-y, rajoute-moi plein d'arguments. J'enlève la partie qui ne nous intéresse pas ici et qui est là juste pour conserver du formatage. Et je lui dis, prends tous les éléments que tu avais déjà avant, mais sauf le premier. Et si je fais ça, en effet, j'ai pris mon premier argument, j'ai invoqué formatted, et j'ai collé tous les autres. Et comme je les ai collés bêtement en gardant leur LST, j'ai conservé le format qui était présent avant. Allez, un dernier exemple qui pique un peu plus. J'ai ici une classe Maleficent qui utilise la classe timer, toujours toxique, qui a une méthode random magic, qui a une annotation @deprecated, il ne faudrait pas l'enlever, qui fait un timer log start, un truc qui va prendre du temps, un timer log end. Et à la fin, moi, ce que j'aimerais dire, c'est, en fait, Micrometer, ils ont déjà un truc qui le fait mieux que ça. Donc, rajoute la notation. Il faut que ce soit trié par ordre alphabétique. Et puis, supprime-moi ces invocations qui ne servent plus à rien. Et puis, mon import de timer, merci de le supprimer aussi. Alors ça, avec l'exemple de code que je vous ai montré avant, ça ne marchait pas, parce qu'ici, il faut que je modifie une déclaration de méthode en fonction d'une invocation de méthode. Or, on n'est pas au même niveau dans l'arbre pour faire ça. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on va, je ne sais pas moi, se faire un contexte à la Spring Batch ou un thread local ou non, on ne va pas faire ça, évidemment. Pour ça, OpenRewrite nous donne encore une fois un outil qui va nous permettre de faire du next step dans nos refactoring. Et c'est pas remove try catch. Yes, c'est lui. Je passe sur la première partie, vous la connaissez déjà. Alors, ici, je vais, encore une fois, aller regarder... encore une fois, non, je ne l'ai pas fait avec vous avant. On va aller regarder les déclarations de méthode.
Et je vais dire à OpenRewrite, comme d'habitude, vas-y, fais ce que tu dois faire. C'est quoi visiter une déclaration de méthode, en fait? C'est aller regarder ses modifiers, son nom, ses paramètres, une ouverture de bloc de code, à l'intérieur des petits bouts de trucs, une invocation de méthode à l'intérieur de ma déclaration. J'atterris donc ici. Je lui dis de faire son travail et je lui dis donc, l'invocation de méthode en cours là, est-ce que c'est soit log start, soit log end? Si ce n'est pas le cas, vous avez compris le principe, continue ton taf. Sinon, je vais pouvoir envoyer un message dans mon curseur. Ce qui est cool ici, là, c'est le on first enclosing, qui permet de dire mets un message, par contre, limite-en sa portée, c'est comme en JS, les events qui bubble jusqu'à window. Non, là, on peut lui dire attends, tu vas mettre un message, par contre, tu t'arrêtes à la déclaration de méthode qui encapsule cette invocation. Si ça doit remonter au-dessus, détruis le message, il ne me sert plus à rien. Et évidemment, je pourrais dire remonte jusqu'à la classe déclaration pour rajouter une annotation sur ma classe, par exemple. Okay. C'est quoi un message? C'est une clé qui a une chaîne de caractères et object. Vous pouvez mettre des messages qui sont relativement complexes. Ici, moi, j'ai juste dit merci de rajouter l'annotation, et puis je le mets à true parce que en fait, je ne peux pas mettre rien, quoi. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais trouver ce message, okay. Et je renvoie nul. Alors pourquoi je renvoie nul? Parce que je suis en train de réimplémenter un Java ISO Visitor, vous le voyez en haut de l'écran, ce qui veut dire que je dois toujours renvoyer quelque chose qui est cohérent avec ce que j'avais en entrée, et donc quand je renvoie nul, ça veut dire supprime cette invocation. Elle ne m'intéresse plus. Donc là, j'ai fait deux choses. Non seulement j'ai supprimé les invocations de méthode qui ne m'intéressaient plus, et en plus, j'ai laissé un message à mon petit copain de la déclaration de méthode, puisque ça y est, on a fini notre visite. Et vous comprenez pourquoi il est important de toujours invoquer super visite. Je récupère mon curseur. Est-ce que j'ai le message append annotation dessus? Ça, c'est la default value au cas où il n'y en avait pas. Si oui, est-ce que sur cette annotation, on est bien d'accord que personne n'avait déjà ajouté l'annotation @timed? Si c'est le cas, on est sur le cas d'un développeur qui a mis l'annotation @time et qui a en plus fait des log start. Lui, il est chelou, je ne m'en occupe pas. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on va peut-être rajouter l'import. Et puis, on va rajouter l'annotation sur la déclaration de ma méthode, ce que je fais ici, en lui disant de bien l'ajouter en utilisant le comparateur sur le simple name, c'est-à-dire en faisant un tri alphabétique. C'est un peu plus compliqué en termes d'exécution, mais on est d'accord que là, j'arrive à faire un refactor que vous auriez peut-être du mal à faire avec de la regexp. Et en fait, une fois qu'on s'est déclaré, on s'est habitué à l'API spécifique d'OpenRewrite, il n'y a quand même pas beaucoup de lignes de code pour arriver à faire ce qu'on veut faire, quoi. Mais vous ne me croyez pas, je le vois dans vos regards. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait l'exécution. Donc ça, c'est le jar dans lequel j'ai mis toutes mes recettes, où vous trouvez aussi src main, bam, ressources, metainf, rewrite.yml, faites pas vos marioles avec des A. Et vous voyez tout ce qu'elle fait, ma recette, là. Donc là, c'est des bouts que OpenRewrite m'a apporté pour gratuit, et puis là, c'est des bouts que j'ai codés moi-même. Et comme ça, j'arrive en fait à limiter au maximum le code que j'exécute moi-même. Et ne retestez pas les recettes d'OpenRewrite, elles marchent. Et elles sont testées. Alors c'est parti, j'exécute la recette et on va regarder ce qui s'est passé. Oui, j'ai des anti-sèches. Hop. Hop. Ok, vous avez l'habitude. Il a vu que j'avais activé la recette Remove that toxic dependency. Il fait des trucs et des bidules. Il parse le code. Ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, et je n'ai pas creusé dessus là, mais vous pouvez systématiquement dire. Donc là, par exemple, il me dit qu'il a fait une modification sur naive haute,
mais il me dit que cette modif, il l'a fait parce que vous allez voir ce que vous allez voir, parce que remove log start, parce que remove unused import. Et donc, en fait, vous pouvez traquer exactement ce qui a été fait sur chacune de vos classes. Et ça, c'est quand même assez cool. Et lui, il me dit que j'ai gagné 1 heure. Sachant que c'est quand même une appli un peu bébête que j'ai codée dans le cadre de cette présentation, et que donc, dans une vraie appli, je me dis, ouais, là j'aurais pesé, en fait, quoi. Et donc là, du coup, en tant que moi, auteur de librairie, je suis content de faciliter la vie des gars. De toute façon, j'ai plus besoin du terminal. OK, alors, j'ai supprimé la propriété qui ne me sert plus à rien, j'ai rajouté ma dépendance. Ici, j'ai supprimé un import et j'ai supprimé des invocations de foobarutils isEmpty. OK. Ici, j'avais du new foobarutils.string_formatted et maintenant j'ai chaîne de caractères .formatted. OK, c'est bon. Oui, j'ai pas fait des formatages chelous avec des seules lignes dans mon code. Personne ne fait ça. Là, j'ai un contrôleur. Ah non. Ici, j'ai extrait une interface. Je vous invite à regarder le code du dépôt, mais on n'a pas le temps. Ici, j'avais l'annotation, enfin j'avais l'import de timer et maintenant j'ai l'annotation. Il en a profité pour supprimer les imports inutiles parce que je lui ai dit de le faire, parce que vu que c'est gratuit, eh ben, je lui ai dit de le faire. Il a supprimé les constantes qui sont private static final parce que comme c'est gratuit, eh ben, je lui ai dit de le faire. Et surtout, il a supprimé l'invocation de timer.logstart qu'il a remplacée par la notation @timed en dessous de @override parce que le T est après le O. J'ai de la chance en fait parce que @t c'est après beaucoup de choses en fait. Voilà, mais de fait, la migration, elle est OK. Comme toujours, faites pas une confiance aveugle à ce qui vient de se passer. Relancez votre application, relancez les tests, regardez ce qui se passe. Et quand vous êtes content, faites un commit. @chore mon refactoring que j'ai vendu 3 semaines. Et ça part. Fin de la démo, et il n'y a pas eu de problème. Truc de ouf. OK, cool, vous savez créer vos propres sorts. Mais attention. Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Si vous voulez juste renommer votre méthode, merci de faire un clic droit, refactor, rename méthode. Si par contre, vous voulez faire quelque chose sur votre application que votre copain d'à côté va devoir faire, si vous êtes mainteneur d'une librairie open source, si vous êtes mainteneur d'une librairie interne, je ne sais pas, ça peut arriver à des personnes dans la salle, ben là, ouais, faciliter la vie de vos utilisateurs. S'il y a des utilisateurs de Quarkus ici, à chaque fois que vous faites un Quarkus update, sous le capot, ben c'est OpenRewrite qui a utilisé. C'est lui qui bump vos dépendances, qui change les clés de propriété, qui change les annotations dépréciées, ainsi de suite. Attention, si vous devez composer des recettes complexes que vous avez trouvées dans le catalogue, genre Migre, JUnit, plus Spring Boot, plus Jakarta, plus Hibernate, c'est un peu tricky. Voilà. Il y a des façons de vous faciliter la vie, mais il faut sortir le... Donc, j'en parle pas. Attention aussi, si vous utilisez des Java Preview Features, bah, ça marche pas bien, parce qu'en fait, OpenRewrite ne les comprend pas. Donc, bah, juste, c'est pas traité, mais ça n'empêche pas le reste de continuer. Merci. Avec ce QR code, vous avez le lien vers le dépôt, le lien vers le Open Feedback. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et puis d'essayer d'améliorer ce qu'on a fait. Pardon. Je crois qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Je pense que vous pouvez passer voir Jérôme pour poser des questions sur le stand de OnePoint. Et je vous souhaite une bonne continuation et peut-être à tout de suite.